Alors, Nathalie, si tu es d'accord, on peut commencer, si tu es prête. Excellent, merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravie de vous accueillir pour ce webinaire, le premier de la rentrée. D'habitude, c'est moi qui l'anime. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire la présentation dans mon rôle de présidente directrice générale du Cyrano. Je suis vraiment ravie en fait de pouvoir vous montrer, en fait, vous présenter quelques éléments du Cyrano en fait qui depuis 30 ans en fait est au service des politiques publiques fondées sur des données probantes. Donc, un exemple de conseil scientifique. Et l'objectif, en fait, de ma présentation, c'est de vous faire un petit peu partager certains, à travers ces 30 années, en fait, certaines de des modes de travail qu'on a mis en place, comment on réalise notre conseil scientifique, comment on le fait au niveau notamment du Québec, du Canada, et puis d'autres instances avec lesquelles on peut participer. Donc, je vais Cyrano, ça fait 30 ans, je l'ai dit. Ce qui est important de savoir pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on est un réseau de recherche appliquée. En fait, on fait de la recherche en identifiant des enjeux, notamment des enjeux de société sur lesquels, en fait, on souhaiterait faire des recommandations de politique publique. Mais c'est un centre de recherche donc appliqué de liaison et de transfert. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande partie de notre activité qui est tournée justement vers la liaison avec les décideurs publics et privés, et le transfert de connaissances sous forme donc, de conseils scientifiques auprès de ces mêmes décideurs. Donc, quand on pense Cyrano, nous, évidemment, on dit toujours c'est allier savoir et décision. Puis finalement, c'est une façon, en fait, de bien expliquer ce qu'on est, là, le savoir, la connaissance scientifique, l'expertise, ce fameux réseau de plus de 200 chercheurs qui mettent leur expertise au service de la décision publique, et ces décisions qui peuvent être prises en fait sur différents sujets. Là, ce qui était important évidemment, c'est de vous présenter en fait ce réseau de chercheurs avec lequel on collabore. Et surtout, évidemment, c'est un réseau de chercheurs, mais on a aussi évidemment des professionnels de recherche, des stagiaires, des étudiants qui font partie de ça. J'ai mis une petite étoile sur le côté, là, en fait, juste pour vous dire que tout au long de ma présentation, je vais essayer de vous signaler certains éléments qui font partie des meilleures pratiques qu'on a mis en place ou qu'on a implanté, en fait, au Cyrano concernant le conseil scientifique. Donc, le Cyrano est considéré, après 30 ans, comme un acteur majeur du conseil scientifique au Québec et au Canada. Notre objectif pour nous, c'est vraiment de contribuer à la prise de décision éclairée de nos partenaires sur des enjeux complexes. Je vais vous donner juste quelques exemples parce que vous allez voir que finalement, le Cyrano, on essaye d'aller chercher l'expertise qui peut être intéressante, mais c'est aussi bien la santé, l'éducation, les enjeux autour de l'intelligence artificielle, le développement durable, les finances publiques. Et l'objectif, en fait, pour nous, c'est de produire en fait des études et des résultats en fait rigoureux et qui permettent d'améliorer en fait la connaissance et notamment les données probantes. Donc on est toujours en fait, vous voyez, recherche, décision, la rigueur scientifique est très importante, et à travers les années, on a bâti une certaine réputation qui permet en fait de mettre en avant finalement nos expertises. Donc depuis 30 ans, en fait, évidemment, je ne passerai pas à travers toutes les études qui ont été faites, toutes les, vous savez, les éléments sur lesquels on a eu un impact. Mais par exemple, pour ceux qui connaissent en fait les travaux Cyrano, à travers les années notamment, on a été très impliqué dans le modèle, la mise en place notamment du système d'assurance médicaments, lorsqu'il y a eu des travaux sur le revenu minimum garanti, tout ce qui a été l'étude des programmes de fiscalité, les marchés publics, le marché du carbone, les accords de libre-échange Canada-UE avec le rôle évidemment du Québec, la politique bioalimentaire, l'encadrement de l'IA. Donc, vous voyez, des sujets assez vastes, mais pour lesquels, en fait, il y a des politiques qui ont été mises en place, il y a des programmes publics qui ont été mis en place, il y a souvent une coordination qui se fait avec les privés aussi et le reste de l'écosystème. Et évidemment, actuellement, tu sais, si vous me demandez sur quoi on pense qu'on va travailler rapidement, ben, on est déjà en train de réfléchir à comment on peut amener des données pour, notamment dans le cadre de la renégociation de l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, ben, l'impact pour nous au niveau du Québec qu'il pourrait y avoir. Je ne rentrerai pas dans les autres considérations, mais ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Donc, vous voyez, c'est des nombreux travaux. Et donc, on est organisé, en fait, autour d'expertises que l'on a dans notre réseau. On a 10 grands thèmes d'expertise, finalement, de nos chercheurs. Pour être un thème d'expertise au Cyrano, il faut qu'il y ait un nombre un petit peu important de chercheurs potentiels qui pourraient couvrir la thématique, ou alors, évidemment, par rapport à un intérêt qui vient d'apparaître dans la société, quand on parle, par exemple, de transformation numérique ou quand on parle des enjeux d'inégalité ou de pauvreté. Donc, vous pouvez voir là, finalement, des exemples.
On a actuellement plus de 100 études et recherches qui sont en cours de réalisation. Donc, des fois, comme c'est de la recherche, évidemment, ce n'est pas juste sur quelques mois, ça peut être sur une année ou sur plusieurs années. Ça peut être un programme de recherche. Et un élément, vous voyez ma petite coche là, qui est très important, c'est que nous, toute la recherche qui se fait et les résultats qui se fait ont un processus scientifique. En fait, on a un comité scientifique qui va valider les devis en amont, donc la faisabilité de la recherche, les méthodologies qui sont utilisées, et aussi, en fait, une fois que le rapport est fini, ben, d'évaluer les rapports qui sont finaux. Un autre élément, on est dans le réseau francophone, hein, évidemment. Nos rapports sont tous en français et on se met un point d'honneur, même si on a des études, des fois, certains chercheurs qui vont faire réaliser l'étude en anglais, d'avoir tous nos rapports en fait en français. Et je parlais des chercheurs, là c'est un exemple, je veux juste vous montrer que finalement derrière chaque grand thème, on a des chercheurs principaux qui animent le grand thème, on a des personnes ressources qui sont en lien et en support à ces chercheurs-là, donc finalement c'est tout un écosystème en fait de chercheurs qui sont autour finalement de cette animation scientifique par rapport à ces différents sujets. On est aussi, en fait, année après année, on essaie de mettre en avant, soit parce qu'il y a un enjeu important à un moment donné, soit parce qu'on a une expertise qu'on veut mettre en avant. Là, je vous ai mis juste des exemples des 4 dernières années, des thématiques. Et là, vous le voyez, quand on veut attirer l'attention sur certaines de nos études, sur certaines expertises, sur certains de nos chercheurs, et on le fait aussi, évidemment, en collaboration avec des centres, des réseaux, des instituts et des chaires. Je dis souvent, en fait, nous, si on regarde, en fait, on supporte beaucoup nos chercheurs pour avoir des subventions au niveau des fonds de recherche du Québec, au niveau des fonds de recherche, en fait, au niveau canadien, par exemple. Et l'idée de les supporter, c'est de pouvoir après, évidemment, collaborer aussi avec ces chercheurs-là dans le cadre de leurs activités. Donc, vous voyez, on a eu des années sur les compétences, marché du travail, on était vraiment dans la transformation, l'adoption de l'IA. Après la pandémie, on voyait les défis des chaînes d'approvisionnement. Donc là, on a mis toute l'emphase sur le commerce international, les expertises qui sont reliées justement à l'offre et à la demande, en fait, sur les marchés notamment. Une année spécifique sur le secteur bioalimentaire, là, on avait la nouvelle politique bioalimentaire qui se mettait en place. Donc, un intérêt pour nous de s'aligner avec un besoin du gouvernement de réévaluer. On le sait que la politique, elle amène tous les différents ministères. Et puis après, on avait évidemment, actuellement, là, en fait, c'est le système de soins. On a une restructuration, on a une nouvelle agence au Québec qui s'est mise en place. Donc, on a remis finalement l'emphase sur le système de santé québécois, par exemple. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer qu'on a de l'expertise, mais on essaie chaque année. Puis, chacun des thèmes va amener, évidemment, des liens entre différents grands thèmes. Ce qui est important, évidemment, vous voyez, on a nos chercheurs, c'est notre bassin d'expertise, et on a nos partenaires. Aujourd'hui, le partenaire principal du Cyrano, c'est le gouvernement du Québec, en fait, par l'intermédiaire d'un partenariat de recherche que nous avons, qui est géré par le ministère des Finances du Québec. Mais c'est la porte d'entrée, en fait, à l'ensemble des ministères, en fait, du Québec. Et pas seulement, en fait, on le voit, évidemment, on a aussi un partenariat avec la Ville de Montréal. Au niveau du fédéral, on a plusieurs partenariats au niveau innovation. On a aussi d'autres partenaires publics et privés. Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment les partenaires, en fait, qui financent et qui supportent une partie de la recherche. Et très important, évidemment, le côté académique. Donc, toutes les universités du Québec sont partenaires de Cyrano. Ce sont nos partenaires universitaires. Et on a aussi des partenaires académiques. Donc, c'est simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, les réseaux, les chaires, les instituts qui sont là, qui ont des focus spécifiques sur certaines thématiques avec lesquelles on essaie d'harmoniser nos travaux. Je vais vous revenir, en fait, souvent quand j'explique le Cyrano, en fait, je reviens souvent, en fait, à moi, ce qui m'a amené à joindre le Cyrano il y a 25 ans, puis ça vous donnera un peu l'exemple de ce que j'ai trouvé, en fait, d'original et d'innovant dans le modèle, en fait. 98, pour ceux qui se rappellent peut-être pas ou qui n'étaient pas là, mais tempête du verglas au Québec, en fait, plus de 3 semaines sans électricité, évidemment, donc plein d'enjeux, plein d'impacts. À l'époque, il y a eu une commission qui a essayé d'évaluer, donc en 99, l'étude sur les impacts économiques en fait de cette tempête et évidemment de regarder c'est quoi les facteurs qui avaient fait que ces coûts étaient aussi importants et comment on pouvait amener des solutions. En 2000, le Cyrano organise une table ronde et des entrevues et des enjeux justement pour trouver des solutions et faire donc dans son rôle. À l'époque, j'étais au doctorat. En fait, moi, je travaillais sur l'assurance des catastrophes technologiques, industrielles et naturelles. J'avais travaillé dans un modèle pour la France, en fait, sur l'assurance des catastrophes naturelles en France. Donc, j'ai été invitée à participer à une des rencontres, en fait, au Cyrano. Et là, en fait, je me suis rendu compte, en fait, et ça, c'est vraiment original, en fait, pour moi, c'est d'avoir, en fait, dans la même salle, le sous-ministre de la Sécurité publique, le PDG d'Hydro-Québec, le maire de la ville de Montréal, un nombre d'académiques, et chacun, en fait, essayait d'amener
à produire des solutions. On est experts. Moi, j'étais comme l'expert international parce que j'avais travaillé sur un système potentiel d'assurance en France. Et c'est là que je me suis rendu compte que, waouh, on avait un forum neutre. Les gens parlaient de façon indépendante. Ils expliquaient chacun. On faisait du retour d'expérience pour trouver des solutions. Et là, c'est la première fois où j'ai vu le conseil scientifique en action, si vous voulez, d'une certaine façon. Et finalement, je suis venue faire mon postdoc, en fait, suite à ça, justement, sur est-ce qu'on peut mettre en place un peu le même système qu'on avait mis en place en France quelques années avant. Et ça a été finalement le début pour moi, en fait, du modèle Cyrano. Et en fait, quand on parle d'un modèle Cyrano, qui est un des modèles de conseil scientifique, c'est quoi? Parce qu'on peut voir que ça peut prendre plusieurs formes. C'est sûr qu'il y a de la production de connaissances. Donc, vous voyez, c'est mon bloc recherche où là, ben, il y a du financement, on a tout un volet formation, étudiants, maîtrise, doctorat, et on veut publier, c'est quand même, c'est ça qui fait l'importance. Mais on a tout un système en place pour justement faire en sorte qu'on va aller plus loin, on va faire la mobilisation des connaissances qui est dans la recherche, qui est produite au Cyrano ou dans notre écosystème de recherche, et on va essayer de s'assurer d'avoir ce transfert qui se fait vers le décideur. Quand je dis que ça peut prendre plusieurs formes, le conseil scientifique, c'est que parfois, puis moi maintenant, évidemment, imaginez, il y a 25 ans, je suis arrivée comme postdoc, j'ai traversé évidemment tous les postes Cyrano, puis dans mon rôle maintenant de présidente directrice générale, souvent, en fait, je reçois des appels, en fait, en me disant, est-ce que vous avez des idées, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite où on peut trouver ces données-là? Ça, c'est comme le début, en fait. Et des fois, on n'a pas de données, puis on veut les produire. Donc, on ramène les gens à peut-être un projet de recherche qui peut être fait. Ça peut être un mémo qu'on va envoyer parce qu'on veut attirer l'attention sur un élément. Ça peut être un avis d'expert qui va être fait, des notes de briefage, des présentations qu'on va faire aux décideurs publics, ou alors, en fait, d'avoir nos chercheurs qui participent à des comités gouvernementaux. Donc, vous voyez, le modèle Cyrano est vraiment un modèle où on part la recherche et on a tout un processus en place pour s'assurer que toutes les recherches qui sont produites, on a un écho fait auprès des décideurs publics. Donc finalement, ce que ça veut dire, c'est que là, on voit vraiment là, ces fameuses politiques publiques fondées sur des données probantes. Alors évidemment, on ne couvre pas tous les sujets. On est connu évidemment pour les évaluations économiques, certains sujets en particulier. Mais ce qui est important, évidemment, c'est que le processus, cette décision-là, soit fondée sur des preuves, sur des données probantes, sur des faits. Donc, on parle du evidence-based ou evidence-informed. Tu sais, la différence, c'est que souvent en sciences sociales, on n'a pas la reproductivité autant de données, mais on a des faits qui peuvent nous permettre quand même d'informer par rapport à ça. Et l'objectif chez nous, c'est vraiment de dépolitiser le plus possible l'action publique en justement les aidant à utiliser ces faits, ces études qui sont faites. Donc finalement, on a une question de recherche, on établit des données, des faits, tout ça, puis on va s'assurer d'aller le transférer vers le décideur. La question qu'on me pose souvent, c'est d'où viennent vos questions? Comment vous choisissez les questions sur lesquelles vous travaillez? Et là, ce que je dis souvent, en fait, il y a plusieurs façons de le faire, puis c'est ça qui va être important, on le voit à travers les années. C'est sûr que l'expert scientifique, lui, le chercheur, il connaît, il sait ce qui s'en vient, il essaye d'être toujours en avant de la parade, d'anticiper les enjeux, d'anticiper les défis. Tout à l'heure, je parlais des renégociations. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. On le sait que ça s'en venait. C'est pas nouveau, là. Donc, on est organisé pour anticiper des sujets. Et évidemment, il y a le décideur public qui est là. Donc, et je dis souvent, en fait, c'est une relation qui est bidirectionnelle dans le sens où le chercheur, lui, peut mettre en avant des choses que ne verrait pas le décideur public peut-être, ou les gens, évidemment, dans les différents ministères. Et le gouvernement, il y a peut-être des priorités qui va faire que, tu sais, il y a besoin de données pour peut-être prioriser ou peut-être même mettre en place des choses. Donc, nous, d'une façon générale, ce que nous faisons au Cyrano, on fait des rencontres annuelles de chercheurs et de représentants de différents ministères autour de certains sujets. Donc là, et là, c'est vraiment, on essaye d'abord faire connaître en fait l'expertise qu'il y a au Cyrano, les sujets. Les chercheurs veulent voir, regarder sur quoi on travaille actuellement dans notre recherche libre et éclairée qui se fait dans nos chaires ou au Cyrano dans les réflexions. Et on essaye de voir comment nous, ça peut-être se formuler dans une question de recherche. On a aussi des journées thématiques. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la nouvelle politique bioalimentaire du Québec. Dans ce contexte-là, on a organisé en fait une journée thématique où on a mis les questions, les grandes questions qu'il y avait à mettre en place dans cette politique. On avait les chercheurs, on avait des représentants de différents ministères ou des différents paliers de gouvernement aussi, pour dire, bon ben voilà, est-ce qu'on peut discuter? Donc, c'était de la co-création, de la co-discussion sur des sujets et des recommandations qu'on allait faire. Et puis après, évidemment, on a un suivi assez régulier de l'équipe de direction, avec notamment des représentants des différents ministères. Ce qui est important, c'est que nous, notre comment dire, discussion, la conversation se fait surtout avec les sous-ministres adjoints ou avec les directions, en fait, des différents ministères.
Et on a mis en place au Cyrano justement des personnes ressources. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré les chercheurs principaux de chaque thème. On a des personnes qui font ce lien aussi de façon régulière. L'objectif, c'est de montrer que la recherche avance d'un côté. Il y a des enjeux, évidemment, du côté politique qui peuvent être intéressants aussi, que soit on soit mis au courant pour pouvoir améliorer, évidemment, les décisions. Donc, pour nous, évidemment, l'élément que j'amène souvent, tout à l'heure, vous avez vu dans mon premier slide, je disais, c'est important de montrer qu'au Cyrano, quand on fait notre recherche, on forme aussi la relève. De plus en plus, et après 30 ans, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup d'étudiants de maîtrise ou de doctorat qui se retrouvent maintenant, évidemment, dans les différentes organisations publiques et privées, mais surtout au niveau des différents paliers gouvernementaux. Et ce que je dis souvent, c'est que le décideur doit bien savoir, en fait, quand il y a un enjeu technique à traiter, il sera plus crédible dans sa prise de décision, justement, s'il base sur des connaissances scientifiques. Et donc, nous, il y a tout un rôle dans notre formation, c'est de rappeler à ces décideurs-là, qui ont maintenant des rôles, en fait, dans la fonction publique, par exemple, c'est déjà, eux, ils ont une expertise, d'aller la chercher et de la trouver. Parfois, on cherche toujours un consultant, on cherche toujours quelqu'un à l'extérieur, mais il faut penser qu'au sein de son organisation, on a quelqu'un, mais aussi, nous, on fait partie de l'expertise un peu externe. Et j'ai souvent des décideurs publics, il faut que vous connaissiez les réseaux, il faut que vous bâtissiez des relations de confiance, notamment avec les différents groupes de recherche ou centres ou en fait réseaux. Et c'est très utile aussi en temps de crise. On a eu des cas justement où on a une question, par exemple, sur l'immigration qui va arriver. C'est important de ne pas arriver à devoir répondre publiquement. Là, on peut tout de suite passer dans nos réseaux qui travaillent sur les enjeux d'immigration, qui peut à des études aujourd'hui avec des données qui pourront être peut-être intéressantes à donner. L'importance aussi, évidemment, de cette relation bidirectionnelle, c'est l'accès aux données du gouvernement pour les chercheurs, parce que, évidemment, s'ils comprennent l'importance, évidemment, de nos travaux, évidemment, le décideur va être peut-être plus enclin à partager un certain nombre de données. On essaye, évidemment, c'est un gros travail Cyrano, nous, d'aider nos chercheurs à obtenir, en fait, des accès à des données qui seraient peut-être plus difficiles de façon individuelle, et en le faisant dans un contexte de partenariat, c'est plus important. Et puis aussi, évidemment, ce qui est important aussi, c'est que justement, il faut qu'ils fassent partie de ce processus, c'est que parfois, on se rend compte qu'il y a besoin en fait d'avoir l'input aussi en fait du décideur. Donc, pour nous, et puis je parle de données probantes depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment important au Cyrano, quand on parle de données probantes, c'est qu'on veut vraiment que ce soit fondé, que c'est observable, statistiquement significatif, et un élément qu'on met très en avant, puis c'est de plus en plus dans la recherche, c'est ce qu'on appelle la recherche reproductible. Quand on passe au comité scientifique, on veut s'assurer qu'on pourrait refaire l'étude avec les mêmes données, on aurait les mêmes résultats, puis les recommandations ne sont pas biaisé, et puis qu'il n'y a pas vraiment, c'est vraiment basé sur les théories économiques ou sur les théories qu'on veut prouver en fait d'une certaine façon. Un autre élément qui est très important sur lequel je veux juste attirer l'attention parce que je sais que dans le conseil scientifique, évidemment, souvent, il y a de la production de recherche qu'on fait, mais il y a toute une production de connaissances qui existe, qu'il faut mobiliser, et quelque chose que souvent on voit que la fonction publique peut-être l'utilise peut-être moins, ce sont les revues systématiques de littérature. Il y a des organismes qui se spécialisent justement dans la production de ces revues-là. Pour nous, c'est vraiment important parce que ça réduit vraiment le biais pour le décideur d'avoir finalement cette méthodologie qui soit utilisée. Donc, au niveau des chercheurs Cyrano, tu dis en action, qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc, l'objectif, évidemment, c'est d'éclairer la prise de décision. Souvent, on va intervenir, en fait, par exemple, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs choix pour aider dans le choix, donc toujours avec une méthodologie en amont par rapport à ça. On aide dans l'élaboration de politiques publiques, mais aussi dans l'évaluation. Une politique est en place, on va aller évidemment l'évaluer pour voir finalement, est-ce qu'elle atteint les objectifs qu'on avait prévus, est-ce qu'elle est utilisée à bon escient, est-ce qu'il y a des incitatifs qui sont mis de la bonne façon. Donc ça, c'est des éléments qu'on va faire. On va faire des comparaisons provinciales, internationales. Souvent, on n'essaye pas de réinventer quand il existe des choses ailleurs qu'on pourrait transposer. Euh, une de nos innovations, finalement, c'est les méthodologies de recherche qu'on utilise, évidemment, dans nos analyses de données, très quantitatives comme approche souvent, mais de plus en plus, évidemment, maintenant, on va utiliser l'intelligence artificielle ou l'apprentissage machine dans nos travaux. On a aussi l'économie expérimentale. Donc, vous voyez que s'il y a des données, on les prend. S'il n'y a pas de données, on va faire des surveys, des questionnaires, des enquêtes. Et puis, l'économie expérimentale, si vraiment on ne peut pas faire ça parce qu'il y aurait quand même des biais de sélection de nos échantillons, on va faire des expériences en laboratoire. Donc, vous voyez, on est vraiment, on va chercher les données d'une façon qui vont être intéressantes pour le décideur. Puis, on essaye évidemment de publier. Et ce que je dis souvent, puis je veux le rappeler, on publie, quels que soient les résultats de l'étude. Tous nos travaux
à la fin, sont publics. Donc, ça veut dire que même si jamais le résultat attendu n'est pas celui que les décideurs voudraient, vous savez, ça peut arriver que finalement, on va évaluer une politique et on considère qu'elle n'atteint pas ses objectifs, ou on fait des recommandations qui politiquement sont peut-être pas au bon moment ou comme il faut, mais on garde en fait cette neutralité et cette indépendance. On le fait, tout le monde le sait, ça c'est comme une entente que nous avons. Tout est public au final sur nos sites. Donc finalement, notre réseau, ça va être de voir comment je peux mobiliser en fait et collaborer pour faire ces recommandations basées sur nos recherches. Alors, je vais vous donner un autre exemple qui montre un petit peu comment rapidement. Donc, évidemment, c'est la pandémie 2020. On sait que le gouvernement mettait en place des priorités, dépistage, gestion des cas. On est en 2021. Puis à un moment donné, 4 janvier 2022, on a le gouvernement qui, par manque finalement de tests, annonce qu'il va restreindre les dépistages aux personnels soignants et aux personnes vulnérables. Et là, il y a une discussion qui s'entame parce qu'évidemment, des questions sont prises. Il n'y en a pas assez, je veux dire, donc il y a une décision qui est prise du gouvernement. Mais en même temps, les hôpitaux, dans leur gestion, ont besoin de ces données-là. Donc, il y a quand même des éléments intéressants. Donc, on travaille avec le ministère de la Santé publique. On va discuter avec l'Agence nationale de santé publique. Évidemment, la population veut le savoir, les entreprises veulent avoir l'information aussi. Et donc, de la même façon que vous savez, mon forum neutre là, que j'avais mis en place au niveau de la crise du verglas, ben, là, on voit ce forum se former. Et le Cyrano est un petit peu une plateforme pour aider ce forum à se mettre en place et à se dire, ben, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'il peut faire. Puis là, où on est fier évidemment de le dire, c'est qu'on s'est mobilisé, et puis il y a une méthode qui a été mise en place qui a permis en fait de calculer l'incidence en fait de la COVID basée sur la théorie des réseaux. Je ne rentrerai pas dans la méthode, mais juste pour dire que finalement, là, on se retrouve avec du multidisciplinaire, un échange qui est fait et à développer une méthode pour les aider, en fait. Et puis, c'était une méthode qui n'était pas directe, puisqu'on ne faisait plus de tests, mais on essayait, en utilisant la méthode des réseaux, de demander à chaque personne combien il connaissait de gens qui étaient malades, et puis en identifiant le réseau de ces personnes-là, on essayait de faire une estimation, qui était une estimation, mais qui est mieux que rien dans un certain sens. Et aujourd'hui, la méthode a été transférée à l'INSPQ, qui l'a adaptée, transférée. Enfin, on était dans un contexte évidemment de crise, mais ça montre que là, on peut aussi répondre de façon urgente par rapport à ces éléments-là. Un autre élément, évidemment, qui a été important, c'est que pendant 18 semaines, finalement, on est la source, en fait, d'estimation des cas de COVID au Québec. Et vous voyez, ça met l'emphase sur ce qu'on peut faire, mais ce n'est pas notre rôle non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a rempli un rôle, on a développé une méthode, mais notre rôle à nous, évidemment, c'était d'aider le gouvernement dans un contexte et de l'informer. D'ailleurs, pour information, puis je mets une autre petite note, en fait, on a toujours informé le gouvernement avant la sortie publique de notre étude. Donc, on sortait notre étude chaque semaine. Quelques heures avant, le gouvernement avait l'information. C'est sûr que, vous le voyez là, avec mon petit graphique, on a eu une évolution des cas de COVID. On avait plusieurs méthodes d'estimation. On essayait de voir, donc évidemment, on n'était pas précis puisqu'on ne mesurait pas les cas de façon directe. Mais on a été une source d'estimation importante, en tout cas, pour le gouvernement du Québec. Et ça, c'est un rôle qu'on a pu jouer. Évidemment, c'était couverture médiatique. Donc, vous voyez, une fois qu'on fait du conseil, qu'on amène cette information-là, on s'est mis à le mettre dans les médias, puis c'est comme ça que c'est parti. Donc finalement, notre transfert de résultats de recherche, en fait, ce transfert de connaissances, là, il se faisait avec des résultats d'une étude. Je vais mettre juste l'emphase sur un outil qu'on utilise vraiment de façon importante, en fait, dans notre processus de conseil scientifique. Donc évidemment, on a des résultats de recherche qui sont produits. Et ce qu'on va essayer de faire, en fait, nous, c'est évidemment de transmettre cette information. Donc, vous savez, les études qui sont publiées, c'est une centaine de pages, il y a plein de données, il y a les analyses. Nous, évidemment, toute l'information, les données disponibles, les outils qui ont été créés sont mises en avant. Mais ce qu'on veut, évidemment, c'est réussir à envoyer l'information, en fait, aux décideurs publics en rendant, en fait, un document beaucoup plus concis, informatif. Et donc, la note de briefage, pour nous, c'est vraiment l'outil, en fait, qui est le plus utilisé aujourd'hui pour la première étape, en fait. On va voir qu'on fait plein d'autres choses avec ça. Mais la première étape est de dire, bon, écoute, on va... Et puis là, on l'a mis en place. En fait, maintenant, on a une ressource dédiée qui va rédiger de façon systématique une note de briefage pour tous les rapports qui sont, en fait, finalement produits au Cyrano. Et on va même voir si maintenant, il y a de la recherche qui se fait, des articles qui sont publiés dans des revues scientifiques, où là, on voit qu'il y a un résultat qui pourrait intéresser finalement le gouvernement. On fait pareil. On va aller construire, en fait, cette fameuse note de briefage. Donc, c'est à peu près un 2 pages. Puis l'idée pour nous, c'est de dire, OK, on a fait une étude.
Alors, rappelez-vous, elle est passée dans tout mon processus scientifique, hein. L'étude a été établie au départ, est-ce qu'elle a été pertinente et tout ça. On a évalué la méthodologie, on a tout fait évaluer en amont. Là, on a un résultat, on a des résultats. Et on pense que ces résultats vont avoir une pertinence à être transférés à mon décideur public. Puis, je vais vous montrer un exemple, en fait, qu'on a fait récemment. Et vous allez voir comment, en fait, on peut amener, en fait, cette information-là qui est faite. Et ce qui est important aussi, je l'ai marqué, c'est un document qui n'est pas public. Quand on fait une note de briefage, pour nous, elle est vraiment à l'intention des autorités publiques, des décideurs. On le fait vraiment pour les informer. En revanche, on va voir après qu'est-ce qui va être sorti public. Mais là, vraiment, c'est la première étape où la note est vraiment pour les informer, pour montrer qu'on va faire des recommandations. Puis parfois, on est vraiment, on va identifier les angles morts, on va identifier les raisons pourquoi on veut absolument que cette information soit transmise. Et donc, dans notre contenu, évidemment, rapidement, en fait, c'est que vous avez le contexte de la recherche qui est là, pourquoi on l'a fait. Donc, c'est, vous savez, ma fameuse, euh, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, est-ce qu'il y a une politique en cours? Il y a quelque chose? Pourquoi on en est amené à travailler là-dessus? Puis c'est quoi la question spécifique, hein, pourquoi on a fait cette étude-là? Comme ça, parce que ça va être transmis, la note de briefage est envoyée évidemment souvent au ministère des Finances ou aux personnes avec qui on travaille, mais on sait que ça va être envoyé en fait à beaucoup, beaucoup de personnes au sein de la fonction publique. Donc, on est très clair, voilà le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient. Là, c'est une mise en contexte. On a la question qu'on a amenée, puis finalement, c'est quoi les résultats qu'on a trouvés? Et là encore, on peut faire des comparaisons avec d'autres situations, montrant qu'il n'y a pas que notre étude, on va faire des liens avec les revues systématiques, donc on les met bien en contexte. Et puis, évidemment, à la fin, on a souvent des recommandations, en fait, des conseils spécifiques pour des actions qui pourraient être prises, pour des décisions à prendre. Ou parfois, c'est simplement des recommandations plus générales, en fait, sur voilà le résultat. Je vais vous donner un exemple. On fait souvent, en fait, on va avoir une analyse, nous, quand on parle au ministère des Finances, il y a une analyse économique derrière où les coûts associés à une mesure, par exemple, on met les coûts, puis on dit ça peut être important. Et on est toujours évidemment basé sur des sources et des références qui peuvent être utilisées à travers ça. Donc, je vous donne un exemple. En fait, on a une question à un moment donné, puis ça peut être à travers, en fait, vos différents organismes, vous pouvez déjà avoir eu cette question-là. C'était, en fait, on a un, un grand nombre d'enfants qui ont été diagnostiqués avec notamment hyperactivité au Québec à un moment donné. Et la question qui se posait, c'est est-ce qu'il y avait un lien entre l'âge de l'enfant et le diagnostic? Parce que par rapport à l'entrée à l'école, en tout cas, il y a eu des questions qui avaient été soulevées parce qu'il y avait des faits qui semblaient en fait poser des questions par rapport à ça. Alors, c'est sûr que nous, quand une question comme ça est posée, en fait, il faut qu'il y ait un groupe de chercheurs qui est d'intérêt. Puis là, on s'était rendu compte que nos chercheurs pouvaient avoir accès à de nouvelles données qui étaient disponibles, notamment sur la médication qui était donnée aux enfants diagnostiqués, par exemple, avec évidemment des informations sur leur âge, un certain nombre de choses. Et puis évidemment, c'était dans les priorités du gouvernement. Et du gouvernement, vous voyez, quand on parle, c'était à la fois le ministère de la Santé par rapport à la médication, le ministère de l'Éducation, parce que c'est souvent dans un contexte d'école qu'on va diagnostiquer l'enfant, et le ministère des Finances du Québec, parce que lui, il supporte les programmes, il supporte le financement, en fait. Et donc, évidemment, vous voyez que là, les trois, pour des différentes raisons, ont vraiment des intérêts par rapport à ça. Donc, une fois qu'on a trouvé finalement à la fois mon intérêt scientifique et des chercheurs spécifiques avec des accès à des données, c'est pour ça que je l'ai mis là avec des points d'exclamation, parce que sans données, même s'il y a une question, parfois on n'est pas capable d'y répondre. Et puis une priorité du gouvernement qui est établie par rapport à ça. Et donc le projet de recherche, en fait, une fois que ça s'est établi, il est réalisé. Dans le cadre de notre subvention de recherche avec le gouvernement du Québec, on va rédiger un rapport de projet. Comme je disais tout à l'heure, on s'assure d'intégrer toujours des professionnels de recherche, des étudiants, de former la main-d'œuvre en plus qualifiée au Québec. Et puis après, évidemment, on a notre première note de briefage qui est transmise au gouvernement avec les premiers résultats. Et une fois qu'on a fait ça, on a le rapport complet qui va être rendu public, en fait. Et ce qui est important, c'est que dans l'entente qu'on a avec le gouvernement, dans cette entente de conseil scientifique, c'est qu'il y a toujours un délai, maximum de 2 mois, mais dans la publication publique, au sens public. Comme je disais tout à l'heure, tout est sorti public à la fin. Mais là, l'idée, c'est que nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est l'impact. Vous voyez, quand on fait de la recherche à impact, on veut que le décideur public prenne l'information, la décision et agisse d'une certaine façon ou établissent des politiques ou mettre en place des choses. Et parfois, en fait, on s'est rendu compte que selon le moment où l'étude va sortir, il peut y avoir des enjeux euh, par l'agenda politique. Donc, on le sait. Donc, 2 mois, c'est pas beaucoup, mais c'est assez pour qu'ils s'adaptent, qu'ils préparent leur discours ou la réponse par rapport aux résultats. Mais à la fin, en fait, tout sera rendu public quand même. Mais c'est une façon pour nous, dans notre entente, de dire, OK, vous avez l'information, vous avez tout qui est là,
Et nous, on va commencer à préparer tout l'aspect public qui va sortir. Donc là, ce qui s'est passé pour cette étude-là, vous voyez, il y a un rapport de projet Cyrano qui a été publié, en fait, plus d'une centaine de pages. C'est vraiment rigoureux, beaucoup de données, puis ils ont eu accès à beaucoup de choses. Puis nous, finalement, ce qu'on a transmis au ministère, c'est quoi? C'est une note de briefage. Je ne peux pas lire là, mais juste pour que vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, c'est 2 pages. C'est pourquoi on a fait cette étude-là, c'est quoi les méthodes qu'on a utilisées, voilà ce qu'on a trouvé et ce qu'il faut retenir. Puis là, j'ai entouré un élément parce qu'évidemment, ce qui est souvent, comme nous, je vous dis, notre interlocuteur principal étant le ministère des Finances, ben là, ce qu'on voit, c'est que le chiffre important, c'est que les surdiagnostics, la surmédication qui est associée au mois de naissance, parce qu'ils ont eu accès à des bases de données, comme je disais tout à l'heure, au régime de l'assurance médicaments du Québec, et puis au régime des consultations et tout ça, on a vu finalement les dates de naissance. Donc, la question qu'on avait, on se l'est posée. On s'est rendu compte qu'en effet, il y avait une surmédication, un surdiagnostic pour les enfants plus jeunes. Et à ce cas-là, ben, c'est les coûts qui sont annoncés par rapport à ça. Alors évidemment, après, il y a une mise en contexte, il y a beaucoup plus de choses dans le rapport, mais vous voyez qu'on a amené les éléments par rapport à ça. Une fois que cette note de briefage est envoyée au gouvernement, il y a souvent aussi des échanges qui sont faits, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va peut-être vouloir parler aux chercheurs, particulièrement voir les données, regarder l'accès. On peut avoir une discussion qui s'installe en fait en amont de la publication. Puis évidemment, là, dans ce cas-là, par exemple, ben, quelques semaines plus tard, on a eu un impact en termes de décision publique, un programme qui a été offert, donc une annonce du ministre qui dit ben, finalement, on va mettre en place une clinique pour les personnes qui ont un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, par exemple, et essayer de pouvoir traiter un certain nombre de choses. Aussi des discussions plus longues, ça c'était rapide en fait comme impact. Là, il y a des discussions qui ont été faites plus longues, de former les personnes, notamment dans les écoles, quand il y a comment vous détectez l'hyperactivité, des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs choses qui sont faites. Donc là, c'est vraiment au niveau du secteur public. Au niveau des décisions scolaires, il y a aussi quelque chose qui s'est mis en place. Donc, nous, si vous voyez ce qu'on a fait dans notre processus de valorisation de la recherche, on avait notre question, on a produit la recherche, on a fait la note de briefage, il y a des choses qui se passent. Maintenant, basé sur cette note de briefage, souvent maintenant, depuis un an à peu près, on a mis en place une nouvelle revue, en fait, on appelle ça notre revue Perspective. Finalement, c'est un document de valorisation qui est basé sur l'étude, qui ressemble beaucoup à ce qui est dans la note de briefage, mais là, qui fait peut-être 7-8 pages, là, si vous voulez, avec des données, des graphiques, des choses, des illustrations au niveau des sujets qui sont faits. Et évidemment, après, ce n'est pas suffisant parce que ça veut dire que les gens, il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils viennent. Donc, on va être très proactif, en fait, en faisant des événements. Ça peut être un événement juste pour les gens du gouvernement, ça peut être un événement pour un public établi ou un événement qui va être beaucoup plus panel, conférence par rapport à ça. Et donc là, c'est l'exemple de la revue Perspective en français, je le rappelle encore. Pour nous, c'est très important qu'il y ait cette valorisation publique élargie, d'accord? Et puis après, évidemment, on a maintenant mis en place aussi, sur une étude, quand on voit finalement l'impact que ça peut avoir, et bien, en fait, là, on a réalisé une vidéo de 8 minutes. Tous les chercheurs du projet ben, présentent leurs résultats. Et donc là, c'est une autre façon et puis là, confond les comportements immatures en classe et le TDAH. Mais ça, on se rend compte que parler de l'âge en fait de l'enfant, ben, parfois c'est juste parce qu'il est plus jeune que la moyenne dans la classe que c'est pour ça. Mais vous voyez, on le fait d'une autre façon aussi. Et puis évidemment, la couverture média qui va avec ça est très importante. Et ça, c'est notre valorisation plus grand public. On attire, on fait poser des questions. Mais vous voyez qu'on a tout qui est mis en place. Donc, ce qui est important dans la façon dont on fait notre conseil scientifique, c'est qu'une fois que l'étude est produite, vous voyez, il y a ce premier volet avec les instances gouvernementales qui peuvent être intéressées par rapport à ça. Et on a tout un processus en place qui va faire qu'on va le valoriser. Alors, ça va évidemment dépendre en fait du sujet, ça va évidemment dépendre du public qu'on veut cibler, mais ça fait partie en fait des éléments qui sont importants. Un autre élément, mais ça va être pour terminer ma présentation, mais qui est important aussi, c'est que annuellement, on a au Cyrano le baromètre Cyrano où on interroge la population sur leurs préoccupations, sur les enjeux sur lesquels ils pensent qu'il y a des défis, un niveau de confiance dans le gouvernement, dans leur gestion, des choses comme ça. Et il y a une des questions qui est les sources d'informations qui sont utilisées. Et ce que vous pouvez voir en fait sur ce graphique-là, c'est que bien évidemment, la première source d'information quand on parle de préoccupation ou de risque, c'est les familles et les amis, d'accord? On va d'abord se renseigner auprès de notre réseau proche là par rapport à ça. Mais les experts indépendants, les chercheurs, les médecins, les scientifiques, en tout cas d'une façon générale, c'est la deuxième source en fait d'utilisation pour la population aussi. Donc, on a aussi ce rôle-là, même si au départ, en fait, nos objectifs, nous, c'est de s'adresser aux décideurs publics
pour des enjeux qui touchent la société, pour lesquels on voudrait finalement que nos études soient citées ou qu'elles soient utilisées dans la sphère plus médiatique, plus importante, ben, on voit qu'on fait partie de la conversation et vous voyez que selon les groupes qui sont là, ben, c'est moyennement utilisé, mais c'est vraiment important par rapport à ça. Donc, là, je vous ai donné toute une série, hein, vous avez vu mes petits checks en fait qui sont importants par rapport à comment le Cyrano s'organise en tant qu'acteur du conseil scientifique. C'est certain que même parfois, avec des preuves, avec des données probantes, avec des éléments qui montrent en fait qu'il y a des décisions qui seraient peut-être plus judicieuses de prendre, et là, on se retrouve avec finalement un décideur qui publie. On ne maîtrise évidemment pas l'agenda politique. On n'y est même pas là dans cette partie-là. Et parfois, il y a une frustration parce qu'on pense qu'elle est donnée, quel exemple. Et puis, ben, finalement, le décideur public, pour une raison qui est plus politique, souvent, ben, va avoir, ou de budget aussi, où il y a d'autres éléments, évidemment, ben, pourrait prendre une décision un petit peu différente, en fait, de celle qu'on aurait recommandée, en tout cas à court terme. Et aussi, ce qui est important, évidemment, c'est que nous, on fait des recherches c'est la recherche, on n'est pas dans l'agenda politique souvent où les décisions sont prises plus rapidement. Vous voyez, pour la pandémie, c'est un exemple un peu particulier où notre recherche, c'est en nombre de semaines, mais c'est un exemple qui est même un contre-exemple, c'est rarement le cas en fait, mais ça montre qu'on était agile pour pouvoir le faire. Mais par contre, c'est sûr que l'objectif pour nous, évidemment, c'est d'être dans un agenda de recherche sur du plus long terme. Et donc, on a parfois des frustrations et qu'il faut gérer, mais souvent, je le dis, c'est l'information, elle est là, elle est disponible, on l'a mobilisée, elle va apparaître dans les revues de littérature, elle va être comme ça, puis à un moment donné, ben, on aura peut-être un impact quand même, mais on essaye en tout cas de jouer notre rôle et on le fait, on le dit de façon publique. Donc, en conclusion, finalement, ce qu'il faut retenir et ce qu'on essaye de faire quand on voit comment on peut faire du conseil scientifique au niveau de la prise de décision publique notamment, c'est déjà que finalement, éduquer en fait le décideur public, que Cyrano existe premièrement, mais des fois on dit oh, vous êtes un secret bien caché sur certains sujets et tout ça, mais nous on le sait que notre objectif c'est de donner de l'information aux décideurs. Donc en fait, c'est pas d'être dans la sphère publique toujours, c'est vraiment de s'assurer que les décideurs qui ont besoin de cette information soient au courant de nos rencontres. Mais il faut aussi que l'expert, que le décideur public connaisse, l'utilise. Donc il faut les former à dire c'est basé sur des données probantes, c'est important pour vous aussi. Quand on parle de conseil scientifique, dans notre cas, vous l'avez vu, il y a plein de formes qui peuvent être là. On a de plus en plus de comités gouvernementaux où des chercheurs Cyrano sont identifiés. Puis là, évidemment, on les supporte dans la recherche qu'on va mobiliser, les résultats. Là, c'est vraiment pour montrer leur expertise. Ce qui est important, évidemment, c'est le fameux bidirectionnel. C'est pas juste nous, on dit ce qu'il faut qu'ils fassent, puis eux nous disent c'est ce qu'ils veulent. Là, il y a vraiment un échange qui va faire qu'il y a une discussion. D'accord? Et on essaie d'enlever tout le volet politique de ces discussions-là. Quand je dis tout à l'heure, nous, nos interlocuteurs au niveau du gouvernement et de la fonction publique, c'est les fonctionnaires, d'une certaine façon, ceux qui vont évidemment écrire les notes de politique, ou en tout cas qui vont transmettre l'information à la sphère politique. On a évidemment parfois des présentations qui sont faites aussi auprès des politiques, si vous voulez, parce qu'ils veulent savoir, ils veulent comprendre, ils veulent répondre. Tu sais, souvent, je reçois des appels quand une étude est publiée, est-ce qu'on peut mieux comprendre pourquoi ce résultat? Donc, on va jouer ce rôle-là aussi, mais ce n'est pas notre rôle premier. Et évidemment, notre objectif, c'est que même si on sait qu'on donne du conseil scientifique, c'est quand même le décideur public qui prend la décision au final, qui va vivre avec les résultats de ses décisions. Et à un moment donné, ben, on espère justement que le fait d'avoir tout public, en fait, puisse permettre à la population, aux journalistes et aux différents groupes, en fait, de mettre en avant ces données-là aussi, si elles ne sont pas prises en compte par le décideur public. Donc, on joue un rôle, évidemment, d'information scientifique. Il faut qu'on soit présent. Je le dis souvent à mes collègues, les scientifiques, ceux qui passent dans les médias parfois, là, ce n'est pas évident, mais c'est important d'être présent dans cette sphère publique aussi. Alors, je vous remercie beaucoup. En fait, vous voyez, 30 ans d'allier savoir et décision. Un modèle, moi, qui m'a fait venir au Québec il y a plus de 25 ans, mais un modèle qui est toujours le même. Et ce forum, en fait, de partage, j'ai plein d'autres exemples que j'aurais pu vous présenter, mais c'est un peu la clé, en fait, de pouvoir justement garder cette neutralité, cette indépendance. On sait parfois sur des sujets, on va dire, ah oui, vous avez fait intervenir plus le marché, c'est plus ça, ou c'est plus l'intervention du gouvernement. Mais comme je le dis, moi, dans mes 200 chercheurs, là, je veux dire, même entre nous, on a des débats scientifiques et des réflexions. Tu sais, donc, c'est important, évidemment, de le faire aussi au sein de Cyrano. La quantité de chercheurs fait qu'on est capable de le faire aussi, mais c'est vraiment important.
Alors, je vais arrêter là pour que vous puissiez me poser des questions si vous en avez. Et puis, merci beaucoup. Donc, un modèle qui se pérennise. Et puis, je nous souhaite les 30 prochaines années. On vient de fêter nos 30 ans, donc c'est important. Une institution, Cyrano, mais aussi un modèle, en fait, qui, après, à travers les années, vous voyez, qui a mis en place des processus, des meilleures pratiques, des façons de faire, qui ont permis, évidemment, d'être une institution aujourd'hui. Merci. Alors, merci beaucoup, Nathalie, pour cette présentation si riche et vraiment si inspirante qui nous montre les aspects essentiels du conseil scientifique et de la collaboration entre chercheurs, décideurs et plein d'autres acteurs tels que pratiqués au Cyrano dans le modèle Cyrano, qui est très avancé et qui est très ancien aussi. Depuis 30 ans, 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Alors, on estime que le Cyrano est vraiment mature dans la pratique du conseil scientifique. Je rappelle que Nathalie n'était plus vraiment à présenter parce qu'elle est celle qui nous suit dans cette série de webinaires depuis le tout début. Et en tant que responsable de l'axe communauté de pratique et transfert des connaissances, où elle développe notamment les stratégies pour propulser les connexions et les échanges et notamment la collaboration aussi entre les milieux de pratique du conseil scientifique. C'est donc à juste titre qu'elle est désignée et un peu obligée aussi, je dirais, parce que c'est pas très tôt, Nathalie. Elle est un peu obligée de donner le coup d'envoi de la série de webinaires pour cette année et pas en tant que responsable de l'axe de communauté de pratique du RFIX, mais cette fois-ci vraiment en tant que praticienne aguerrie du conseil scientifique, vous l'aurez vu dans sa présentation. Nous allons maintenant passer à une séance de questions-réponses. Et ça va être l'occasion pour vous d'échanger directement avec Nathalie et de poser toutes vos questions ou alors toutes les réflexions que vous auriez sur les sujets qu'elle a abordés sur la méthode Cyrano. J'aime bien ce nom, la méthode Cyrano. Alors, pour poser la question, voilà, je vois qu'il y a déjà des mains levées, donc vous pouvez lever la main virtuellement en utilisant la fonction appropriée, voilà, sur la plateforme et on va vous passer la parole. Ceux qui ont déjà levé la main, on vous prendra à tour de rôle. Ou écrire votre question dans le chat aussi. Je me ferai un plaisir de lire à notre chère intervenante. Alors, autre chose, nous vous prions de garder vos interventions très courtes et très précises pour permettre à un maximum de personnes de participer. Et aussi, je vais rappeler juste une dernière fois que nos webinaires sont enregistrés et peuvent être diffusés en ligne et n'importe où sur les plateformes du Airfix. Donc, si jamais vous ne voulez pas apparaître, vous avez le droit de garder l'anonymat, vous avez le droit de ne pas afficher votre caméra aussi. Et vous pouvez tout de même participer, vous pouvez tout de même parler, poser vos questions. Voilà. Nathalie, maintenant, je vais te poser la première question avant de passer la parole. Donnez-moi quand même cette primauté-là. Tu as parlé de l'anticipation comme l'un des éléments clés dans la méthode Cyrano et ça a réveillé une petite curiosité. Donc, plus précisément, j'aimerais savoir comment est-ce que les mécanismes d'intervention du Cyrano sont préparés pour répondre aux crises. Tu as parlé de la crise de la COVID, de la tempête du verglas. Et je veux dire, lorsque ça arrive de cette façon-là, est-ce qu'il y a vraiment des méthodes standards, des mécanismes spécifiques que le Cyrano met en place pour fournir un conseil scientifique à la fois rapide et fiable dans des situations d'urgence, comme ces pandémies-là, comme cette pandémie-là et cette tempête? Donc, un autre volet serait vraiment pour la fin, c'est vraiment les indicateurs ou des approches que le Cyrano utilise pour évaluer si à la fin, le conseil scientifique qui a été donné aux décideurs a eu un impact positif. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a comme une grille d'indicateurs qui permet de savoir si le conseil a été, si les recommandations ont été bien appliquées sur les décisions publiques et ou privées. Voilà, ça, ce sont les deux premières questions ou une question à deux volets. Merci, merci en tout cas pour ces questions. La première, en fait, le temps de crise, c'est très
c'est l'exception chez nous. Donc, par exemple, quand on parlait de la tempête de verglas, c'était 1 an plus tard, ils nous ont demandé ils ont demandé au Cyrano, je n'étais pas encore là, mais de faire l'évaluation économique des coûts en fait engendrés par la tempête. Donc, tu vois, c'est après coup pour faire. Dans le cadre de la pandémie, c'était différent. Donc, je voulais juste montrer qu'on est capable de le faire aussi. On est surtout capable de mobiliser des connaissances, de l'expertise, mais si par exemple on n'a pas de données probantes, qu'il n'y a pas de données qui ont été faites, on n'a pas de recherche, on n'interviendra pas. Le chercheur le fera peut-être de façon individuelle parce qu'il connaît son sujet et qu'il veut se prononcer, si vous voulez, mais la communication Cyrano n'est basée que sur des données publiées, déjà établies. Donc, c'est ça qui est très important. Donc, finalement, parce que sinon, on le voit, on a certains de nos collègues qui vont intervenir dans les médias, qui vont parler d'un sujet, ils le font, mais souvent, nous, la communication Cyrano est uniquement basée à partir des études qui ont été publiées, qui auront été faites vraiment. Le deuxième élément sur nos indicateurs, alors évidemment, quand on a fêté nos 25 ans, quand on a fêté nos 30 ans, on a cherché à chaque fois à dire comment on le mesure en fait. Et ce qui a été intéressant, c'est que chacun de nos chercheurs va nous dire oui, par exemple, dans ce projet de loi, cet article-là, c'est moi qui suis derrière, regarde le modèle du revenu minimum garanti, mes travaux ont été pris en compte, le REER, là, pour les épargnes études, on a fait l'économie expérimentale ici au Cyrano pour voir les seuils d'incitatifs qu'il allait mettre en place. C'est donc, on le sait. Évidemment, on ne fait pas un suivi direct là, de l'indicateur parce que ce serait compliqué. Ce qu'on veut, évidemment, il y a des cas comme M. Carman, la ministre déléguée, quand il a mis en place son programme, évidemment, il y avait un lien de cause à effet assez rapide. On venait de sortir l'étude, il fallait agir, il a mis un exemple, mais ce n'est pas toujours aussi évident. Ce qui est important, évidemment, pour nous, quand on est sur les comités de gouvernement, on le voit plus parce que, tu sais, c'est nos recommandations qui vont être prises en compte, des choses comme ça. Dans nos études, évidemment, ça va dépendre du contexte. Mais donc, on n'a pas un suivi d'indicateurs parfait, là, comme on peut dire, mais on est capable, nous, on a documenté à travers les années l'impact de ce conseil scientifique-là. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que on ne peut pas ignorer les études qu'on fait. Donc, ils le savent qu'elles sont là, les études. Et on ne peut pas ignorer non plus, en fait, le fait qu'il y a des données probantes, puis que si on prend une décision qui ne va pas dans le sens, en fait, en tout cas, il pourrait y avoir des enjeux, en fait. D'accord. Merci beaucoup, Nathalie. Ça répond vraiment bien à ma question. J'ai une main levée. Je vois Yaya. Yaya, est-ce que vous pouvez poser Oui. votre question? Merci. Bonjour tout le monde. Bonne année, meilleurs vœux. Donc, merci beaucoup pour le Airfix, pour cette belle rencontre. Alors, bien entendu, Cyrano n'est pas à... Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Alors, déjà, on a eu un goût concernant les célébrations, 25 ans après, 30 ans après, donc c'est quelque chose de fabuleux. Et on mesure un petit peu la robustesse à la fois de l'intérêt, enfin de l'initiative qui est devenue un acquis instrumental et au niveau concept. Alors, ma petite question, si vous voulez bien, euh, concernant le chercheur Cyrano en action. Alors, quand je vois un petit peu la diapo, il y a quelque chose qui s'appelle aide à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques. Et voilà, ça dépend des contextes et des cas. Alors, quand on élabore, on est déjà partie, et quand on évalue, on peut être juge. Est-ce qu'il n'y a pas une idée ici à la fois enfin, de partie et de juge? Et je vais encore plus loin, au cas où il y a une évaluation de la politique publique gouvernementale par le Parlement. Est-ce que celui qui a donné les conseils, c'est-à-dire Cyrano, est-ce qu'il se tait et il laisse le gouvernement se débrouiller avec les parlementaires, ou bien il risque d'être auditionné à part? Merci beaucoup. Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est peut-être maladroit de l'avoir mis dans la même phrase parce qu'en effet, si on fait des recommandations d'un programme, évidemment, on ne va pas être ceux qui vont l'évaluer en termes d'impact, mais parfois, c'est indépendant parce que il se peut que quand on fait des recommandations, en fait, au niveau de l'élaboration, c'est parce qu'on va montrer qu'il faudrait mettre en place, par exemple, un programme d'accompagnement des PME dans l'adoption de l'IA. Je vais vous donner l'exemple, celui-là. Le programme se met en place. Je veux dire, on va pas faire on pourrait faire l'évaluation du programme parce que nous, on pourrait essayer de voir est-ce qu'il y a eu un impact, est-ce que le nombre d'entreprises qui a été suivi, des choses, tu sais, on pourrait le faire parce que nos indicateurs sont tous faits de façon indépendante. Donc, mais c'est dans le temps, là, on n'a jamais eu le cas où on a fait les deux, mais on a eu, c'est clair qu'on a toujours peut-être
inciter certains aspects au niveau de la mise en place de certaines politiques et que quand on est dans une commission, par exemple, sur les programmes sur la fiscalité, il y a certainement des recommandations qui avaient été faites dans certains papiers de nos chercheurs qui se sont retrouvés dans des programmes qui existent. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne les enlèverait pas ou qu'on ne les ferait pas. Mais c'est une question qui est très pertinente, mais c'est souvent fait de façon complètement indépendante. Maintenant, votre deuxième question c'était sur euh, c'était sur quoi Ouais. En cas d'audition Ah du oui, c'est ça. gouvernement En fait, concernant la politique publique. non, c'est ça. La seule chose qui pourrait être faite, c'est si on a un rapport qui est produit, on pourrait nous demander de le représenter, ce rapport-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce Hmm. sens-là, pour poser des questions plus précises sur les recommandations et les choses comme ça. C'est dans ce sens-là. Donc, on garde un rôle d'expert scientifique dans ce sens-là. Parfait. Merci beaucoup. D'accord, merci, merci Yaya. On a une autre question dans le chat, elle est d'Antoine. Antoine, tu veux que je la lise ou tu, tu peux activer ton micro et la poser directement? D'accord, on a Antoine avec nous. Active ton micro, Antoine. Oui, bonjour Nathalie. Merci pour cette présentation qui était vraiment super intéressante. Je me posais la question, vous m'entendez bien? Je me posais la question, vous parliez d'utilisation plus large du conseil scientifique et notamment de la relation expert-scientifique-décideur public qui pouvait être bidirectionnelle. Et je demandais dans ce cadre-là si vous vous étiez déjà auto-saisi d'une question que vous aviez jugée d'intérêt pour les décideurs. Et de ce point de vue, vous auriez fait une espèce de push où vous auriez mis de l'avant un sujet auprès des décideurs. C'est la question que je me posais. Oui, en fait, quand on fait notre programmation de recherche, d'ailleurs qui est dynamique annuellement, là, on a ces discussions-là éclairées, mais il y a parfois des questions de recherche qui ne sont pas d'intérêt pour le gouvernement, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Les chercheurs s'en saisissent quand même. En fait, ce qui est important de savoir, et comme je l'ai dit au début, c'est tous les chercheurs Cyrano sont des profs d'université, donc évidemment indépendants dans leur, tu sais, et obligatoirement. On peut refuser un mandat parce que justement notre rôle, on peut refuser un mandat qu'on considérait qui ne serait pas dans notre objectif, mais on a aussi des projets qui sont développés en fait de façon indépendante en fait et donc ça c'est fait chaque année. On a plusieurs sujets parce qu'en plus nos chercheurs sont aussi des titulaires de chaires d'instituts, tu sais, donc ils font leur recherche fondamentale, disons, libre dans leurs universités et on valorise cette expertise-là aussi au sein du Cyrano et on va la pousser. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, nos notes de briefage, il y en a qui sont faites vraiment sur les rapports Cyrano, tu sais, qui sont établis annuellement, mais ce qui sont faits aussi sur des rapports. Il faut qu'évidemment qu'il y ait quelque chose qui soit publié et pire validé par la communauté scientifique. Donc, ça doit être obligatoirement un journal avec comité de lecture, tu sais, si on le revalorisait, parce que nous, on a un processus de valorisation scientifique au sein de Cyrano. Donc, si on veut pousser des études de nos chercheurs ou des sujets, il faut qu'il y ait des sujets qui soient scientifiquement validés. Mais on le fait, oui, tout à fait. Donc, et il y a et on en a même beaucoup de sujets comme ça. Et il est déjà arrivé une fois où, dans le cadre de notre projet, en fait, le sujet qu'on proposait ne soit pas priorisé par le gouvernement. Ben, en fait, il est quand même fait par nos chercheurs dans le cadre de leurs autres activités de recherche, dans du financement qu'ils ont par ailleurs des organismes subventionnaires. Donc, clairement, il n'y a pas d'enjeu là. Je veux dire, si on pense que c'est un sujet d'importance, il va être fait. Merci. C'est notre Merci. rôle. On va prendre la question de Eros Yanclo. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Je vois que c'est toute une salle et la personne peut se Oui, présenter. Ouais. bonjour madame. Déjà, nous sommes des étudiants de l'Université Senghor dans la spécialité gestion globale des risques et des crises. Nous avons eu le lien de participation par le biais du recteur de notre université. Et donc, il y a une question dans la salle qui sera posée par mon collègue Denis. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci madame. Merci madame Nadine pour votre brillante présentation. Je me nomme Gio Denis. Comme mon collègue l'a si bien dit, je suis auditeur en gestion globale des risques et des crises. Vous avez parlé d'une collaboration bidirectionnelle avec Cyrano et le gouvernement. Et si j'ai bien compris, la note de briefage constitue un peu inutile d'aide à la décision pour le gouvernement. J'aimerais savoir sous quelle forme en retour le gouvernement participe à la sélection des projets. Est-ce que des projets de recherche sur lesquels vous travaillez pour ensuite transmettre cette note de briefage? Ça, c'était un peu ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, en fait, donc, souvent, tu sais, j'ai dit à un moment donné, on a des rencontres, en fait, mensuelles, des rencontres thématiques. On a une conversation, en fait, qui est faite dans les deux cas.
ce qui va être fait, évidemment, nous, on a une subvention de recherche, il y a une partie de notre subvention qui vient du gouvernement. Et dans ce contexte-là, évidemment, il va y avoir une priorité. Tu sais, quand tu as une enveloppe, en fait, et tout, on ne peut pas financer tous les projets dans cette enveloppe-là. Donc, on va avoir un comité directeur où il y a des représentants du gouvernement et des représentants de Cyrano. On propose des projets qui ont été validés sur le plan scientifique et qui sont d'intérêt pour nos chercheurs. Et là, il y a une priorisation qui va être faite. D'accord? Donc, en fait, c'est sûr que année après année, en fait, il faut qu'on dise, ben, si on veut le faire, qu'ils ne prioriseraient pas, il va falloir qu'ils justifient pourquoi ils ne veulent pas le prioriser. Et nous, donc, il se pourrait qu'il y ait des projets qui ne soient pas priorisés par le gouvernement, même si nous, on a jugé que scientifiquement et qu'il y avait un intérêt de recherche par rapport à ça. Mais comme je l'ai dit, souvent, en fait, nos chercheurs étant des chercheurs universitaires, avec des accès à des financements aussi de centres de recherche ou d'actions de recherche, ils peuvent le faire financer quand même, cette recherche-là. Donc, ce qu'on leur dit souvent au gouvernement, c'est qu'on les informe. OK, vous ne le priorisez pas dans la subvention que nous avons avec vous, mais ce n'est pas pour ça que cette recherche ne sera pas faite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'a pas de moyen de se faire, parce qu'ils ne nous priorisent pas, que le projet ne se fasse pas. C'est ça ce que je veux dire, en fait. Mais par contre, c'est sûr que parfois, on va le voir. Tu sais, il y a des fois, on va avoir des chercheurs qui vont arriver avec des sujets très pointus, très précis sur un sujet qui est évidemment pertinent, mais peut-être pas en priorité 1 actuellement parce qu'on a d'autres enjeux qui ont été mis de l'avant. Ben, c'est sûr que comme notre enveloppe, elle est fixée, à un moment donné, ben, on arrive à la fin, il n'y a plus d'argent pour financer ce projet-là en particulier. Mais après, on va trouver d'autres projets. On va, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va soutenir nos chercheurs pour aller chercher de la subvention de recherche dans les financements des organismes subventionnaires. Donc, on a d'autres façons de le faire aussi. Mais c'est sûr que, clairement, nous, ce qu'on veut, c'est que si on sait qu'il y a une politique qui s'en vient, un projet de loi qui va être réévalué et tout ça, et c'est pour ça qu'on se tient toujours, ce que je dis en avant un petit peu là, pour anticiper les choses. Parfois, actuellement, on a de la recherche, on va parler de l'intelligence artificielle, par exemple. On a des chercheurs qui, même avant qu'on parle d'encadrement de l'IA, déjà réfléchissaient à l'encadrement de l'IA, aux défis que ça pouvait apporter, et des choses comme ça. Donc, quand le gouvernement, l'année dernière, a mis en place une commission, non seulement on y a participé, mais en plus, on avait déjà des choses qui étaient là, qui étaient des données qui pouvaient leur être transmises, par exemple. Et ça, c'était fait en dehors de nos projets. C'était vraiment de la recherche de nos chercheurs qui font partie de notre réseau. Et c'est ça la richesse, en fait. C'est pas juste... Parce qu'on serait, en fait, tu sais, on serait une entité où c'est juste des gens qui sont employés Cyrano qui font de la recherche. Non, c'est que là, on utilise, en fait, aussi le réseau, en fait, de nos chercheurs, leur expertise, leur chair, les travaux pour l'amener dans Cyrano. Et c'est pour ça que depuis quelques années, on a mis en place un système où on a des personnes ressources qui font ces liens avec nos chercheurs pour le valoriser le plus possible. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Je vois qu'on est à quelques minutes de la fin. On a commencé un tout petit peu tard, donc on peut se permettre de prendre une dernière question avant de se dire au revoir pour aujourd'hui. Alors, Bob Swindy a levé la main. Bob, pouvez-vous activer votre micro? Oui, bonsoir tout le monde. Veuillez m'excuser, je ne pourrais pas activer ma caméra parce que je suis pas dans un endroit un peu. Alors, ma question, enfin, j'ai deux petites questions. La première, je suis venu un peu en retard, donc je ne sais pas si ça a été déjà défini. Je voudrais savoir ce que c'est en réalité qu'une donnée probante. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition assez simple et précise de ce que l'on pourrait entendre par une donnée probante? Et ma deuxième question, elle rejoint un peu la question qui avait été posée par Simone relative à l'attribution. C'est-à-dire, lorsque vous donnez un conseil scientifique, c'est face à une situation donnée, parfois il faut du temps. Il faut du temps pour qu'une solution soit trouvée. Mais là, après, on n'est pas très sûr que c'est votre conseil scientifique qui a enfin, apporté la solution efficace à ce problème. Et là, à partir de ce moment, comment est-ce que vous procédez concrètement quand vous avez répondu, je n'ai pas vraiment très bien saisi la réponse attendue. Donc, comment est-ce que vous procédez pour être sûr que c'est votre conseil scientifique qui a, qui a donné la solution efficace à ce problème? Donc, c'est un problème d'attribution, en fait, que je pose, lié au facteur temps, hein, dans l'impact des données probantes. Merci beaucoup. Alors, deux choses, en fait. La première, par rapport à la donnée probante, nous, ce qu'on appelle, puis la décision que j'avais dit, c'est vraiment le résultat d'une recherche, en fait, qui prouve ce qu'on a observé ou expérimenté, finalement, est statistiquement significatif. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, qui a été observé, étudié, analysé,
et qui est statistiquement significative, donc vraiment une étude par rapport à ça. Et moi, j'ai rajouté, en fait, il faut que ce soit reproductible. En fait, l'idée, en fait, c'est qu'on puisse finalement refaire, si on pouvait, dans les mêmes conditions, retrouver le même résultat. Et c'est là où on peut l'amener. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette reproductibilité, on peut le refaire. Mais ce qui est très important, c'est vraiment qui a été observé, analysé ou expérimenté, mais qui est fondé vraiment sur un résultat qu'on pourrait reproduire, en fait, et qui donnerait les mêmes choses et qui soit statistiquement significatif. C'est-à-dire qu'on pourrait pas, si on pourrait reproduire une situation, mais si on le fait qu'une fois ou deux fois, là, il faudrait vraiment que ce soit statistiquement significatif. Donc ça, c'est vraiment important parce que le probant, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Et c'est ça que je dis souvent, ce qui va être important, c'est que ce n'est pas évident d'avoir toutes ces informations. On va le voir si ça a été reproduit dans d'autres contextes. Est-ce que ça donne les mêmes résultats? Est-ce qu'il y a des variables explicatives qui font un peu varier? Ça peut être ça. Concernant l'attribution et la situation donnée, c'est sûr que ça, c'est une question vraiment importante. Puis je pense que tous les gens, tous les acteurs du conseil scientifique qui sont présents, là, vous le savez, là, tu sais, des fois, ce n'est pas la cause à effet, ce n'est pas le lien. Nous, ce qu'on amène à faire, c'est, on va plus qu'au-delà de transfert, puis ça, je ne l'ai peut-être pas assez bien dit, du transfert du résultat. Je donne un exemple, parfois, on utilise des nouvelles méthodologies, tu sais, on utilise des nouvelles méthodes d'analyse, par exemple. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'assurer, par exemple, on forme, que les fonctionnaires la connaissent, la comprennent, notre méthodologie. Donc, il y avait comme une formation à cette méthode-là pour qu'ils comprennent que pourquoi on est arrivé à ce résultat, parce qu'on a fait ça. Donc, on a aussi toute une éducation qui est faite, en fait, et dans notre transfert de connaissances, c'est une façon aussi de former, en fait, et on imagine, en fait, que cette éducation qu'on donne, qui est une éducation économique, financière, de méthode, ben, dans le long terme, elle ait des résultats importants. En fait, c'est pour ça. Mais c'est sûr que, puis on ne fait pas un suivi. C'est sûr que les chercheurs, dans leur expertise, par exemple, les personnes qui travaillent chez nous sur l'économie de l'éducation, la notion d'hyperactivité, là, comme je disais tout à l'heure, ces personnes-là, elles regardent, elles savent dans quelle mesure il y a eu un impact quand elles se sont fait appeler, elles ont présenté leurs travaux, est-ce que ça a eu des données. Donc, chacun de nos chercheurs est capable de faire ce suivi-là d'une certaine façon. Sinon, on les aide à le supporter, mais parfois, ça peut être des années plus tard. Là, je veux dire, actuellement, là, on va bientôt faire les 10 ans de la commission sur l'évaluation des politiques fiscales, en fait, au Québec. Et on se posait la question, il y a encore des recommandations qui ont été faites il y a 10 ans, qui n'ont pas été mises en place et qui seraient peut-être d'actualité aujourd'hui pour le ministre, même si ça a été commandé par un autre gouvernement, d'une autre saveur politique et tout ça. C'est scientifique. Donc, mes chercheurs disaient, ben, même si ça fait 10 ans qu'on a fait ça, là, on va faire un événement pour les 10 ans de cette commission-là. On sait qu'il y a des enjeux aujourd'hui, on cherche des solutions un peu fiscales, ben, ça pourrait être utilisé encore. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on n'est pas dans le cause à effet immédiat. Ah, OK, on a proposé ça, ils l'ont fait. C'est sûr, des fois, c'est clair et évident. Des fois, c'est peut-être moins évident, mais on mesure l'impact aussi on voit comment ils vont appréhender les différents sujets, les nouveaux sujets, comment ils les voient. Donc, on met beaucoup d'emphase aussi sur la formation des fonctionnaires, des gens avec qui on discute dans ce transfert de connaissances-là. Merci vraiment Nathalie. Là, nous arrivons à la fin de cette conférence, la première de 2025. Merci infiniment à toi encore, Nathalie. Je rappelle, c'est Madame Nathalie de Marcillis-Parrain. Elle est responsable d'Axe Communauté de pratique et transfert de connaissances au Airfix. Elle est PDG du Cyrano. Elle nous a présenté la méthode Cyrano et elle est professeur titulaire à Polytechnique Montréal. Nous avons eu la chance de la voir aujourd'hui. Merci pour ta brillante présentation, la profondeur et aussi la richesse vraiment de tes réponses aux questions. Je tiens également à remercier chacun d'entre vous pour avoir été présent, pour avoir participé activement et pour votre attention également, votre engagement aussi depuis le début pour ceux qui sont là pour les autres conférences, pour les premières et deuxièmes conférences qu'on a eues. Mais voilà, avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter à suivre les activités du Airfix également sur le site Internet, sur les réseaux sociaux. On a actuellement un appel à manifestation d'intérêt. On s'est passé. On a un appel à communication pour le colloque qui aura lieu lors du congrès de la FAS en mai. Voilà.
Ça expire en février. Voilà. Donc, je vous invite à consulter ça, à regarder toutes les autres opportunités qu'on a sur notre site Internet et notamment, ne ratez pas les prochains webinaires. Je rappelle que c'est tous les mercredis du mois, tous les premiers mercredis de chaque mois. Et n'hésitez pas aussi à nous faire part si vous avez des suggestions ou des retours pour continuer à améliorer ces bons moments d'échange qu'on a. Donc, encore une fois, merci à toi, Nathalie. Merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite une excellente journée. J'étais Simone Toussy. Je travaille au Airfix derrière ce webinaire avec Adrien, Reine, Sarah et tous mes autres collègues. Merci encore une fois. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.